peut paraître paradoxal, mais effectivement, l'entreprise a été longtemps froissée avec les problèmes environnementaux, sans doute parce que c'est ce qui la remet le plus en question. Si on regarde, je vais prendre tiens, l'automobile, quels que soient les constructeurs européens, dont l'Allemagne, qui est quand même réputée, japonais, ben finalement, c'est Tesla qui est né. Ça montre bien la difficulté de se remettre en question quand on a une entreprise qui plus est conséquente face aux problématiques environnementales parce qu'il faut se réinventer complètement et ce bien dans le développement de l'entreprise que dans ses offres et ses produits. A contrario, quand on crée à ce moment-là, on a plus de chances d'aller plus vite. Voilà, et je crois que ça a été le principal frein. Je ne vous cache pas que je rencontre aujourd'hui encore à travers des échanges que je fais via ma part d'entreprise, des entreprises, et elles sont nombreuses, des très grandes entreprises qui me disent mais moi l'environnement c'est pas mon problème, je suis dans le tertiaire. Bon, donc ça montre qu'il y a encore du chemin à faire. Je crois que si c'est en train de changer, c'est grâce aux jeunes. C'est grâce aux jeunes, et notamment en France, en octobre 2018, quand il y a eu ce fameux manifeste pour un réveil écologique signé par 32 000 étudiants dits de plus grandes écoles, commerce, ingénierie et puis des facultés. Et moi, j'ai toujours pensé que de toute façon, les grosses remises en cause passaient par la jeunesse parce qu'elle n'a rien à perdre. Nous, après, on s'installe, on commence à avoir un confort de vie, on a des enfants, on a des choses. C'est plus difficile de se remettre en question. Quand on est jeune, non. On est jeune, non. Et je crois que les jeunes, ce sont souvent eux qui ont fait bouger notamment la France. Ceci étant, par rapport à Canfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que justement, l'erreur, et tu as cité le fait que je m'occupe de Greenpeace, donc je peux le dire même pour Greenpeace, c'était une époque de se concentrer sur les problèmes écologiques. Or, aujourd'hui, on comprend que l'écologie et le social, c'est hyper interdépendant. Et en France, l'événement, le début des Gilets jaunes, c'est la taxe carbone et des gens qui ont dit, mais attendez, nous, on ne finit pas notre fin de mois avec notre petit salaire. Voilà, donc l'écologie, les problèmes écologiques, ce sont vraiment des problèmes qu'on résoudra quand on aura cette vision globale qui est certes la finalité économique, mais prendre en compte l'aspect social et écologique. Et je crains même d'ailleurs qu'avec la montée maintenant internationale de ces prises en compte des problèmes écologiques, on en oublie les problèmes sociaux. C'est ce qui m'inquiète le plus. Merci Sylvain. On aurait dû inviter Pascal Canfin pour faire le troisième homme de la discussion. Justement, on parle de transition, on parle beaucoup de transition en fait. Moi, j'aimerais savoir un petit peu ce que vous, dans votre esprit d'entrepreneur, de gens qui veulent impacter, vous mettez derrière ce terme de transition, déjà, dans un premier point. Et deuxième point, est-ce que la transition, c'est une affaire qui ne concerne que les pays riches, que les pays dits développés, ou est-ce que c'est l'affaire de tout le monde? Et c'est pour ça que je suis très content d'ailleurs d'avoir un représentant du Bénin aujourd'hui, c'est qu'on pourrait essayer de parler un petit peu de ces regards croisés. Est-ce que la transition, c'est une affaire de pays riches? Peut-être que Folas, tu veux... Oui, merci. Alors déjà, la première chose, il y a quelque chose par rapport à la terminologie, l'utilisation des mots aujourd'hui auxquels j'essaye de faire très attention. Parce que si je prends l'exemple de la Covid-19, il y a des mots qu'on a tellement entendus que vraiment aujourd'hui, on peine à mobiliser autour de ces mots parce qu'ils sont devenus complètement... tout le monde a un entendement différent et puis tout le monde est fatigué d'en entendre parler. Et peut-être que la transition écologique, malgré l'importance qu'elle a, elle est tellement reliée à l'actualité, on en a tellement parlé du nord au sud que voilà. J'essaie je vais peut-être pas trop utiliser le terme transition écologique, mais plutôt parler vraiment des modèles d'entreprise. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est que au départ, on s'est occupé de l'écologie de manière verticale, en se disant, voilà, on va créer des aires protégées, on va créer des réserves, on va protéger certaines espèces qui sont en voie de disparition,
on va travailler sur l'énergie, on va créer je sais pas, des sociétés de recyclage. Donc, on a eu vraiment une approche assez verticale de l'écologie et de l'environnement. Et le résultat, il est vraiment mauvais, puisqu'aujourd'hui, à part des effets d'annonce, des discussions et des thèmes et des théories qui sont nées, tout ça, l'impact sur les modifications climatiques et la disparition de la en tout cas l'érosion effrénée rapide de la biodiversité, en fait, on n'a pas réussi à créer d'impact avec cette approche verticale. Et donc, effectivement, on essaye aujourd'hui d'intégrer l'écologie et étroitement lié, je suis tout à fait d'accord avec Sylvain, le social. C'est pour ça que j'ai abordé d'emblée les deux thèmes qui sont vraiment inséparables dans l'ensemble en fait des organisations et des activités. Le principe, c'est c'est d'intégrer dans toutes les activités, tous les types d'entreprises, dans tous les types d'associations, dans les écoles, dans les universités, dans les institutions publiques et dans les entreprises, qu'il y ait vraiment une transversalité de l'écologie, que chacun porte des projets écologiques à leur niveau, donc d'où l'idée de la performance globale qui me parle beaucoup. Et donc, si je devais parler de transition écologique, je parlerais de la transversalité que devrait avoir l'approche écologique. Et qui dit transversalité, dit forcément qu'on ne peut pas isoler un continent par rapport à l'autre. Si on est transversal en Europe, on aura du mal à avoir de l'impact. Et je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'entrepreneur du continent africain qui a un grand besoin justement de transversalité, de développement. Je veux dire, une entreprise qui s'installe dans un contexte particulier au Bénin, par exemple, elle va avoir autour d'elle une communauté qui a des problématiques de santé, d'écologie, des problématiques sociales. Et je pense que c'est la responsabilité de cette entreprise de développer un modèle qui a un impact favorable sur la communauté qui est autour de l'entreprise. Et j'aime bien donc cette approche diagonale qui fait que l'on va générer quelque chose qui est en rapport avec l'entreprise, mais par les activités que mène l'entreprise, on va entraîner un effet domino positif sur la communauté qui est autour et sur l'environnement qui est autour. Merci Fola. L'approche diagonale, ça c'est un bon titre de livre. Sylvain, ton prochain livre, ce sera l'approche diagonale coécrit avec Fola. Ouais, quel est ton sentiment? Il y a la diagonale du fou en réunion, hein, ça vaut quelque chose. Il faut être un petit peu fou aussi pour faire tout ce que vous faites. Quel est ton avis, toi, sur la... Je vais être rapide. En fait, transition, ça veut dire passer d'un discours à un autre, ça veut dire passer d'un stade à un autre stade. Et en fait, tout pays, quel qu'il soit dans le monde, il doit passer d'un stade à un autre stade. L'autre stade, il est commun à tout le monde. C'est-à-dire consommer différemment, utiliser les énergies renouvelables, etc. Préserver la biodiversité, tous ces sujets-là, il est vraiment commun à tout le monde. C'est le stade initial qui n'est pas le même. Le stade initial dans les pays dits développés, voilà, il était déjà fait d'un chemin d'usage de technologie, etc. Le stade initial dans d'autres pays était peut-être moins dans ces usages de technologie. Donc, la grande différence, c'est ça. Il faut que chacun fasse son chemin, simplement, on ne part pas du même endroit. Et en fait, c'est intéressant parce que, voilà, il y a quelques années, dans des pays d'Afrique, on utilisait déjà le téléphone pour payer. C'est-à-dire que quand on est moins avancé, on peut se permettre de sauter une technologie pour arriver immédiatement à la deuxième. Et sur certains aspects, les pays africains, les pays du Maghreb sont plus en avance que, en tout cas, le pays français, sur certains aspects. Donc, vous voyez, vraiment, le but, c'est de se faire ce chemin et on peut faire un saut technologique quand on a, comment dirais-je, on a, entre guillemets, un train de retard. Et ça a été l'enjeu de la COP 21 en France. Pourquoi on s'est dit, tiens, voilà une COP réussie? C'est parce que les pays s'étaient mis d'accord en disant, les pays dits développés, en disant, voilà, nous, on a par notre chemin énormément dégradé la planète, il faut qu'on en tienne compte.
Et donc, le deal était de dire, à partir de 2020, nous allons mettre sur la table 100 millions d'euros chaque année pour les pays dits moins développés, afin qu'elles fassent ce chemin et ce saut vers ce point commun, donc cette transition. Malheureusement, 2020, cette date butoir, ce n'est pas 100 milliards qui a été mis sur la table, c'est 16. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Alors, le Covid a bon dos, mais de toute façon, sans le Covid, on n'y était pas non plus. Donc, voilà, l'enjeu, c'est vraiment d'aller au même endroit tous ensemble. Aller au même endroit tous ensemble. Oui, voilà. Oui, je veux rajouter quelque chose par rapport au saut technologique qui a des aspects un peu pervers. On a une petite rupture de flux avec Fola. C'est pas grave. Je vais me tourner vers Christian. Ah, pardon. Il est de retour. Oui, c'est parce que je n'ai pas d'Internet. Je suis à travers mon 3G de mon téléphone. À chaque fois que quelqu'un appelle, ça suspend. Désolé. Ce que je veux dire, c'est que à travers le développement de la technologie, la jeunesse africaine, elle regarde le monde occidental, développé, américain, etc., à travers cette lorgnière des réseaux sociaux qui montre une espèce de monde où on a accès à tout, où vraiment la vie est matériellement extrêmement riche et diversifiée. Et donc, on a du mal aujourd'hui à faire passer à cette jeunesse d'autres valeurs qui sont celles de la frugalité, de la réduction, de la diminution de la consommation. Bon, je crois qu'on a bien entendu sur la frugalité de la jeunesse. Fola, dès que tu reviens, on reprendra. Je vais me tourner vers Christian. Christian, est-ce qu'on a des questions? Alors, il y a à la fois des questions et à la fois des réactions. Première réaction qui me semble extrêmement pertinente, ne pas oublier que économie, dans le sens littéral du terme, c'est l'art de gérer sa maisonnée. Donc, c'est parfaitement dans le débat. Autre réaction aussi, la décroissance propose de remplacer le PIB par d'autres indicateurs. Une réaction aussi, c'est je ne veux pas impacter, mais je veux diminuer mon impact, qui est peut-être effectivement une des solutions. Et il y a deux questions que j'aimerais poser à nos intervenants. Lamia nous dit il y a beaucoup de greenwashing sous couvert d'écologie. Qu'en pensez-vous? Et la deuxième question, c'est comment peut-on faire cette transition sans remettre complètement en question notre système économique? Donc, à la fois, je vous rappelle les deux questions. Il y a beaucoup de greenwashing sous couvert d'écologie. Qu'en pensez-vous? Quel est votre regard dessus? Et comment peut-on faire cette transition sans remettre complètement en question notre système économique? Sylvain, si tu souhaites répondre à cette question. Merci, Christian. Je t'en prie. Quel beau cadeau. Ouais, la remise en question, ou en tout cas, comment prendre en compte les aspects écologiques sans remettre en compte le modèle économique, c'est vraiment le travail que j'ai fait qui m'a amené à la paire d'entreprise, dont j'espère que j'aurai 5 minutes pour vous en parler. Je rebondis aussi sur le fait que c'est tout à fait juste quand quelqu'un dit avant tout se remettre en cause sur les émissions de CO2 et les émissions de gaz à effet de serre avant toute chose. C'est vraiment la priorité. Aujourd'hui, on voit certaines entreprises que je ne citerai pas par finalement une communication autour du fait de dire nous, on compense les émissions. Donc, quelque part, on peut se permettre de continuer d'en émettre. Ça, c'est inacceptable. Et si tout le monde fait ça, je peux vous dire que là, on s'en sort plus du tout. Donc, on a fait avec Greenpeace un dossier en 2016 pour la COP21 qui montrait qu'on pouvait limiter à 2 degrés d'ici 2050 si effectivement on réduisait au moins par 2 nos émissions de CO2. C'est fondamental avant de dire comment compenser. Et donc, c'est tout l'enjeu de l'évolution, notamment des technologies, quelles qu'elles soient, c'est de permettre de réduire par 2 ces émissions. Et en France, le principal dossier aujourd'hui, c'est les passoires thermiques et les transports. Bon, au-delà de ça, c'était mon constat de dire qu'effectivement, il y avait beaucoup de washing. Quand je dis qu'en 20 ans, finalement, la RSE n'a pas permis au monde d'évoluer positivement, puisqu'il s'est dégradé aussi bien sur le plan social, sociétal qu'environnemental, c'était ce constat que
au-delà des entreprises.